Pendant des années, il a fait rire le public, il a fait trembler ses adversaires, puis il a tout simplement disparu. Aujourd'hui, à 58 ans, Butterbean n'est plus le roi du chaos. Il n'est plus l'attraction principale. Il n'est même plus l'ombre de ce qu'il a été. Il est enfermé dans un corps qui ne lui répond plus, avec des douleurs qui l'accompagnent chaque seconde, piégé dans la routine silencieuse d'un homme qui a tout donné pour le spectacle, et qui a fini par payer le prix le plus lourd. Son vrai nom est Eric Scott Esch, mais le monde l'a connu sous le nom de Butterbean, un géant blond au ventre proéminent qui ressemblait à une blague, jusqu'à ce qu'il donne son premier coup de poing. Un seul coup. Parfois un seul suffisait, et l'adversaire s'effondrait. Le public criait, et lui repartait tranquillement. Il était brutal, il était imprévisible, il était inoubliable, et pourtant, aujourd'hui, personne ne parle de lui. Comment quelqu'un qui électrisait les arènes, qui a été ovationné à WrestleMania, qui a mis le chaos sur les rings de boxe, de kickboxing et même à la télévision, a-t-il pu finir ainsi? C'est l'histoire que personne ne raconte, l'histoire qui fait mal, la réalité tragique de Butterbean. Eric Esch est né en 1966 à Atlanta, en Géorgie, mais son enfance a été marquée par la perte et les moqueries. Il avait seulement 8 ans quand son père est mort. Ce vide ne l'a jamais quitté, et avec ce vide est arrivé le surpoids. Dès son plus jeune âge, Eric a été pointé du doigt, ridiculisé, mis à l'écart. À l'école, on l'appelait le gros bonarien. Et lui, il riait. Mais à la maison, il pleurait. La nourriture était son seul réconfort, une échappatoire temporaire. Et ce réconfort est vite devenu un piège. À 12 ans, il pesait déjà comme un adulte. À 15 ans, il ne pouvait plus faire de sport à l'école. « Tu es trop lourd », disaient les entraîneurs. « Personne ne te prendra au sérieux. » Alors, la colère est arrivée. Il ne criait pas, il ne se vengeait pas, il gardait tout à l'intérieur, jusqu'au jour où quelqu'un lui a parlé de la boxe. Ce n'était pas dans une salle de sport de luxe, ni dans un club professionnel, mais dans un tournoi local de Tough Man Contest, une sorte de compétition pour combattants amateurs, souvent sans expérience, où la violence était désorganisée, mais réelle. Butterbean n'avait pas de technique, pas de vitesse, pas de mobilité. Il avait juste une chose, une puissance absolue dans les poings. Lorsqu'il est monté sur le ring pour la première fois, on l'a sous-estimé. Jusqu'à ce qu'il envoie son premier crochet du droit. Le public a crié, son adversaire est tombé, et Butterbean a souri. Pour la première fois de sa vie, on ne riait pas de lui, mais avec lui. C'était comme une explosion émotionnelle, des années de rejet, de moquerie et de frustration concentrées en un instant. Il ne voulait pas être champion, il ne rêvait même pas d'être une légende. Il voulait juste entendre à nouveau cette ovation, et il l'a entendue, encore et encore. Butterbean a remporté 5 championnats consécutifs de Topman entre 1990 et 1994. Et là, la légende a commencé. Des promoteurs de boxe ont commencé à s'intéresser à lui, pas pour sa technique, ni pour son palmarès amateur, mais pour son impact visuel. C'était le gros qui met KO, le boxeur rond, l'homme le plus terrifiant des 30 premières secondes. En 1994, il a fait ses débuts professionnels, et il n'a pas tardé à enchaîner les KO. Ses adversaires, parfois plus musclés et mieux préparés, ne savaient pas comment l'arrêter. Car Butterbean ne réfléchissait pas, il frappait. C'était un spectacle. Chaque fois qu'il entrait sur le ring avec son short à la bannière américaine et son ventre à l'air, la foule savait que quelque chose de sauvage allait se passer. Et même si les critiques de la vraie boxe le méprisaient, les gens l'adoraient. Butterbean combattait dans des casinos, des foires, des événements secondaires. Mais ce qu'il faisait à ses adversaires était brutal. Peu dépassaient le premier round. Il a combattu plus de 90 fois en professionnel. Et dans 58 cas, ses adversaires ont fini au sol, beaucoup sans savoir quel jour on était. C'était comme une attraction de cirque, mais une qui pouvait vraiment blesser. Et puis, les caméras de télévision sont arrivées, le cinéma, la WWE. Il est apparu dans Jackass, mettant KO Johnny Knoxville dans un centre commercial. Il surprenait le plus, ce n'était pas sa force,
C'était sa capacité à voler la vedette sans dire un mot. Quand il est apparu dans Jackass, personne ne pensait que ce serait réel. Johnny Knoxville l'a provoqué, dans le cadre d'une blague. Mais quand Butterbean l'a frappé, le coup était si violent que Johnny est resté allongé, inconscient, au sol du centre commercial, entouré de vitrines brisées. Ce n'était pas une mise en scène. Il n'y avait pas de doublure. Le coup était réel. Et cette scène est devenue virale bien avant l'existence de TikTok. Knoxville s'en est souvenu des années plus tard en disant « C'était la pire douleur de ma vie. Et le plus fou, c'est que Butterbean m'a pris dans ses bras après et m'a demandé si j'allais bien, comme si de rien n'était. » Cette dualité entre la bête et le gentil géant l'a rendu encore plus célèbre. Ce n'était pas juste une machine à coups, c'était un personnage inoubliable. Puis est venu WrestleMania 15, le plus grand événement de catch au monde. Et là, il y avait Butterbean, ventre à l'air, publicité télévisée, il est apparu dans des films, a été parodié dans des dessins animés. Et pendant un moment, son image était partout, sur des t-shirts, des figurines, des jeux vidéo. C'était le gros sympa qui pouvait te tuer d'un coup. Et dans un monde rempli d'athlètes musclés, Butterbean offrait quelque chose de différent, de l'authenticité, malgré ses kilos en trop, ou peut-être grâce à eux, parce qu'il était facile de se moquer de lui, jusqu'à ce qu'on le voie se battre. Et là, le rire disparaissait. Pour beaucoup d'enfants dans les années 90, Butterbean n'était pas juste un boxeur, c'était un symbole que l'on pouvait être différent, et pourtant fort. On pouvait être moqué, et pourtant faire trembler tout le monde. Et même s'il n'a jamais voulu être un héros, il l'est devenu sans le vouloir. Il n'était pas champion du monde. Il n'avait pas de ceinture dorée ni de titres unifiés. Mais il avait quelque chose que beaucoup ne trouvent jamais, l'amour du public. Cet amour qui ne s'achète pas avec des victoires, qui ne se construit pas avec des statistiques, mais avec de la présence, de l'impact, une histoire qui touche. Butterbean, c'était ça, une présence, un phénomène, un type impossible à ignorer. Et pendant que beaucoup le regardaient avec mépris depuis le monde de la vraie boxe, des millions le voyaient comme l'un des leurs. Et pourtant, le respect n'est jamais venu. Il n'a jamais été invité aux grandes soirées de Las Vegas. Il n'a jamais été considéré comme de la vraie boxe. C'était un phénomène, oui, mais pas une légende. Et ce mépris, même s'il faisait semblant que ça ne comptait pas, lui faisait mal. Le corps qui, autrefois, représentait une force incroyable, est devenu une prison. Au milieu des années 2000, Butterbean n'était plus la sensation invincible des tournois Tough-Man. Il ne faisait plus peur, il n'était plus redouté. Il était juste un homme qui vieillissait plus vite que le calendrier. Fatigué, limité, seul, mais il continuait à se battre, pas pour la gloire, même pas pour l'argent, mais par habitude, parce qu'il ne savait rien faire d'autre. Le début de la fin. Les signes étaient là, et ils n'étaient pas subtils. En 2007, il a été mis KO par Joe Siciliano, un adversaire sans réputation, sans couverture médiatique, sans palmarès. C'était un coup dévastateur, pas par sa puissance, mais par ce qu'il représentait. Butterbean n'avait plus de réflexe, il ne réagissait plus. Sa force, qui avait été son bouclier et son arme, ne répondait plus. Ce fut le début de la spirale. Des combats dans des lieux de plus en plus petits, contre des adversaires plus jeunes, plus rapides, et un public qui ne criait plus avec enthousiasme, mais avec nostalgie. Du Madison Square Garden à une petite salle de sport, de la télévision nationale à des diffusions sur Facebook, de milliers de fans au silence. Et là, dans l'écho éteint de sa propre légende, a commencé la véritable chute, pas seulement sportive, mais aussi émotionnelle. Butterbean, l'homme qui faisait rire rien qu'avec un geste, a commencé à sombrer dans la dépression. Chaque défaite ne faisait plus mal au corps, mais à l'âme. Il se regardait dans le miroir et ne se reconnaissait plus. Où est passé le gars qui faisait tomber les géants, pensait-il. Mais la réponse était brutale. Ce gars-là avait disparu. Et ce qu'il restait, c'était quelqu'un de brisé. Il s'est mis à manger davantage, à dormir moins, à éviter les miroirs, à refuser les interviews. Il est devenu invisible. Comme si son histoire n'intéressait plus personne. Comme si le monde lui avait fermé la porte, après l'avoir applaudi,
contraire qu'il pouvait. Et avec le temps, cela est devenu une bombe à retardement. Son deux a commencé à céder, ses genoux à craquer, son cou à lui faire mal en permanence. En plus, l'apnée du sommeil l'empêchait de bien se reposer. Chaque nuit, il luttait pour respirer, et chaque jour, il luttait contre la fatigue. Il a fini par peser plus de 200 kilos. Sa tension artérielle a explosé, et les médecins ont été clairs. Si tu ne changes pas ta vie, tu n'atteindras pas les 60 ans. Mais changer n'était pas facile. Pas quand toute ta carrière repose sur ton poids. Pas quand ton ventre faisait partie du personnage. Pas quand la graisse avait été à la fois ton bouclier et ta condamnation. Butterbean s'est retiré sans cérémonie, sans discours, sans applaudissements, sans médias. Il a juste disparu. Et personne n'a posé de questions. Pendant des années, il a vécu reclus dans sa maison en Alabama. Loin de tout, loin de tous. Il ne marchait plus bien, il ne dormait plus bien, il ne parlait plus avec enthousiasme, et il ne souriait plus. Le monde avait continué. Tyson faisait des tournées, Holyfield vendait des gants dédicacés. Foreman avait construit un empire avec ses grilles, et Butterbean était seul. En 2018, il a touché le fond. Il ne pouvait plus se lever du lit sans aide. Il ne pouvait plus descendre les escaliers. Il pouvait à peine respirer. Il vivait sous médication, avec de l'oxygène, et un pronostic terrible. Son cœur faiblissait, son système nerveux était atteint, et son esprit se remplissait d'ombre. J'ai cru que j'allais mourir là, comme ça, en silence, sans que personne ne le remarque. A-t-il avoué des années plus tard? C'était la fin, et il le savait. Mais quelque chose, en lui, ne s'éteignait pas. En 2021, il a décidé de tout changer. Pas pour remonter sur un ring, pas pour retrouver la gloire, mais pour survivre. Il a subi une opération de chirurgie bariatrique, a commencé une thérapie psychologique et a suivi un programme d'exercices adaptés. Les débuts ont été horribles. Marcher 10 pas était un exploit. Respirer sans douleur, un miracle. Mais jour après jour, il a avancé. Il a perdu plus de 70 kilos. Il a retrouvé un peu de mobilité. Il a recommencé à sourire. Il a même repris contact avec ses fans, a enregistré des vidéos, a rêvé. D'être un peu plus qu'un souvenir. Ça ressemblait à une seconde chance. Mais le corps ne pardonne pas aussi facilement. En 2024, les symptômes sont revenus. Douleur dans la poitrine, infection constante, manque d'oxygène, évanouissement. Les médecins l'ont hospitalisé plusieurs jours, et cette fois, ils ont été plus directs que jamais. Ton cœur ne supporte plus aucun effort. Ta mobilité va continuer à diminuer. La situation est critique. Butterbean a écouté en silence. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il a juste baissé la tête et pensé à ses enfants. Aujourd'hui, Erikesh vit entouré de sa famille, mais aussi de machines, de médicaments et de contrôles médicaux constants. Chaque mouvement est un effort. Chaque jour, une possible dernière journée. Son cœur est à bout. Son deuil ne le soutient plus. Et son esprit oscille entre lucidité et fatigue. Il ne veut pas qu'on le voie comme ça. Il ne veut pas qu'on le prenne en pitié. Mais il sait que son temps est compté. Lui, qu'on appelait clown, qu'on a sous-estimé, qu'on a ovationné, puis oublié. Aujourd'hui, il est dans un état critique.